On commence aujourd'hui une nouvelle série, une série de 4 messages. On est en début d'année encore, 2015. Je crois qu'il est encore autorisé de dire aux gens meilleurs vœux, bonne année, tout ça. C'est ça, hein? C'est encore autorisé. On peut encore. Enfin, plus ou moins bonne année en fait. Avec ce qu'on a commencé, on s'est dit que c'était un bon sujet en fait d'avoir comme titre de série de messages, de 4 messages, la bouffée d'air. Vous voyez un peu cette idée qu'à force d'être envahi de plusieurs couches, ce que disait ce livre, là, au bout d'un moment, on a besoin au bout d'un moment de sortir la tête et de prendre cette bouffée d'air. Et il y aura des choses assez utiles, relativement applicables pour plusieurs, ce que nous allons voir dans cette série. L'idée, c'est que ce que je souhaiterais, c'est qu'à la fin de ces 4 messages, de toute cette série, j'aimerais qu'on arrive chacun à trouver un espace où on peut trouver cette bouffée d'air que je vais bientôt expliquer. Ces bouffées d'air, en fait. Et c'est mon objectif pour nous tous. C'est à la fin de cette série de messages, de 4 messages, on puisse avoir réfléchi là-dessus. On va déjà y réfléchir à la fin aujourd'hui. Je vous donnerai une petite question à travailler chez vous. Mais mon souhait, c'est ça. Vous savez, on a tenté parfois de ranger mon bureau. Et je déteste, en fait, parce que mon bazar est assez ordonné. Et pour moi, il est bien. Vous voyez un peu l'idée? Et pour d'autres qui vont le ranger, qui l'ont rangé parfois, c'est pas forcément ma femme. Au contraire, elle sait que c'est très bien comme ça, d'ailleurs. Le sien est pas mal aussi. Et en fait, c'est marrant, nous sommes tous différents. Et là, c'est une table de nuit, en fait. Regardez un peu ça, là. C'est une table de nuit. Elle ressemble étrangement un peu à la mienne, d'ailleurs. Enfin, non, pas vraiment. Si, d'accord. Donc, c'est une table de nuit, en fait. Et c'est dingue, tout ce qu'il y a dessus. Parce qu'on pense à beaucoup de choses. Et voilà, ah oui, c'est la lampe de chevet qui est quand même là. Il y a pas mal de choses. Et vous savez, pour certains, quand ils regardent cette table de nuit à l'instant, là, maintenant, là, et pendant tout le temps de mon message, ils vont vivre un super gros malaise. Parce que de voir ça, c'est horrible. Ils regardent, ils font, c'est pas possible. Ça se range, ça. C'est quoi ce truc? Pour certains, ouais, je vois pas le problème. Il y a de la vie. Oui, d'ailleurs, il y a peut-être même des organismes vivants. À force d'attendre, c'est possible. Mais en tout cas, pour certains, ça ne va pas être choquant. Pour d'autres, c'est gérable, ça, le bazar. Et pour d'autres, c'est juste impossible. Tu rentres dans la pièce, ça doit être nickel. Tu ne peux pas vivre comme ça. Et c'est pour tout le monde un peu comme ça. On ouvre le placard chez quelqu'un, on ouvre le placard et on va voir différentes choses quand on ouvre un placard. Alors, soit on voit rien parce que tout est rempli, et qu'il n'y a plus de place même pour mettre un t-shirt, et on essaie de pousser le t-shirt comme ça, chez certains. Ou chez d'autres, on arrive, et vous savez, ces immenses placards où on marche au milieu, il y a un espace énorme pour acheter encore plus de fringues, encore plus de pompes. Il y a même un endroit où on peut s'habiller, se maquiller, c'est un truc hallucinant. Il y a tellement d'espace, c'est superbe. Enfin, c'est pas forcément superbe, parce que certains diraient, ouais, mais tu vois, c'est super impersonnel. Il n'y a pas ma marque, mes objets que j'ai déposés. C'est un peu de ça qu'on va parler. Vous savez, le problème, il y a un problème en fait dans ça, quand même. Parce que là, on parle juste de placards, de tables de nuit, ou même tout à l'heure, vous allez retourner dans votre voiture, pour ceux qui sont venus en voiture, c'est-à-dire la majorité des gens, et vous regarderez sur votre banquette arrière, d'accord? Est-ce que vous avez besoin, lorsque vous regardez votre banquette arrière, est-ce que vous avez besoin de tout virer pour que quelqu'un s'assoie? Ou est-ce que c'est nickel, et on peut être à 3 derrière sans problème, on arrive, on ouvre les portes, pouf, on s'installe, et puis la voiture, elle est neuve ou quoi? Vous voyez un peu? Parce que c'est une vraie question, et la réponse que vous allez donner va donner aussi un petit peu une ligne directrice de votre profil, en fait. Le problème, c'est que quand ça ne reste que la table de nuit, la banquette arrière de ma voiture, le grenier, le placard, ou des choses comme ça va. C'est gérable, c'est des caractères, Le problème se pose quand c'est notre vie qui est comme ça.
quand la vie est comme ça. Quand la vie est un amas de choses. Quand la vie est une superposition de choses et on ne sait même plus ce qu'il y a derrière, en dessous, quelque part, autour. Ça manque d'air. Là-dedans, on se dit, quand ma vie est comme ça, mais c'est où que... Il y a un moment où je sors ou pas? Et là, il y a une autre table de nuit. Je vais essayer de ne pas renverser les choses parce qu'il y en a moins. Ah ben voilà, diraient certains. Certains sont soulagés maintenant. Elle n'est pas belle? Pour certains. Il y a une lampe, d'ailleurs on la voit. Il y a des livres, il y a tout ça. C'est chouette. Il y a toujours des livres, hein? Enfin, je sais pas. Ces images-là, on va les garder pendant tout le long du message parce que je ne vais pas les retirer pour parler. Certains vivent un malaise. Certains le vivent mieux, là. Maintenant, l'idée, c'est de reporter ça à notre vie. Lorsque notre vie devient ça, lorsque notre vie n'a pas de bouffée d'air, en fait, c'est terrible. Là, il y a de l'espace, on peut même en ajouter, diraient certains. Ou d'autres diraient, non, je peux le déplacer. C'est magnifique. Lorsque nous avons de l'espace, on peut imaginer mettre d'autres choses. On peut imaginer, ça respire, quoi. Vous voyez un peu, c'est plus posé. Quand notre vie ressemble à ça sans arrêt. Vous savez, les gens me diraient, ouais mais Lorenzo, la vie elle est comme ça. Enfin, tu vois, mon boulot, en tant que cadre, en tant que patron, en tant qu'employé, en tant que n'importe qui en fait, la vie elle est comme ça. Il y a plein de choses, tu vois. Pas facile la vie. C'est la société qui veut ça. On est sous pression. Mon défi aujourd'hui va être de vous dire que faudrait que ça change en fait. On peut faire changer ça. On doit changer ça. Parce que c'est pas vivable. Le problème, c'est que cette non-bouffée d'air, on va commencer à la voir partout dans la vie. Et en fait, cette série de messages, on va aborder 3 grands thèmes. Où on n'a pas cette marge, cet espace, cette marge d'erreur, cette marge de liberté de se planter, cette marge de je respire un peu, cette marge de je vais pouvoir analyser un peu tout ça, me poser un peu. Parce qu'en fait, quand on est un amas de choses, on n'a pas tout cet espace-là. Et il y a un moment, ça casse. Il y a un moment, il y a un souci. Et on va aborder 3 grandes thématiques. La première, c'est la gestion de notre planning, notre agenda. La deuxième chose que l'on verra, c'est la gestion de nos finances. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas parler de faut donner du pognon, tout ça. On va juste parler, est-ce qu'on arrive à avoir une marge dans nos finances? Dans tout ce qu'on dépense. La troisième chose, les relations. Et les relations, ça touche tout le monde. Même quand je suis seul. En fait, ce sont 3 grands domaines où nous avons du mal à avoir une bouffée d'air, parfois. On a du mal à avoir une marge. On a du mal à avoir ce temps de... Du coup, il va falloir que j'explique un peu ce qu'est la bouffée d'air. Vous savez ce que c'est la bouffée d'air? La bouffée d'air, c'est quand on roule à 160 km/h toute la semaine pour essayer de toujours arriver à l'heure à tout ce qu'on fait. La bouffée d'air va nous permettre de ne pas rouler comme ça. La bouffée d'air va nous permettre aussi de pouvoir avoir un repas en famille. La bouffée d'air va nous permettre d'avoir un temps pour discuter avec nos enfants, ou avec notre femme, ou avec nos amis, ou avec nos parents. La bouffée d'air va nous permettre tout ça. La bouffée d'air va nous permettre de dire « je ne vais pas faire tout ce que je pourrais faire dans ma semaine ». Parce qu'en fait, je peux toujours en faire plus. Je peux la remplir. Combien de fois moi-même j'ai dit « il n'y a pas assez d'heures dans une journée ». La bouffée d'air permet d'avoir du temps. La bouffée d'air permet qu'à la fin du mois, tu as encore un peu de pognon qui reste. C'est pas beau ça? C'est de ça qu'on parle. Et vous savez, je vais vous définir la bouffée d'air. La bouffée d'air, c'est cet espace entre tout ce que je fais, mon rythme de vie actuel et mes limites.
La bouffée d'air, c'est l'espace entre mon rythme de vie actuel et mes limites. Parce qu'en fait, on s'aperçoit d'une chose. À force de charger la mule, à force de charger là, j'atteins mes limites. Et vous savez ce qui se passe? C'est que beaucoup de gens sont sans cesse en train de marcher sur leurs limites ou l'ont déjà dépassé. Tout le temps. Et c'est devenu une manière de vivre. On ne vit que sur la limite, sur la ligne. Ça peut péter d'un moment à l'autre. Mais parce que vu qu'on n'a plus la marge d'erreur, la marge d'échec, vous savez que c'est une bonne chose d'avoir une marge où on peut se planter. Financièrement, par exemple, on est au taquet parce qu'on a tout claqué, et comme par hasard, il m'arrive ceci au moment où je paye mes impôts. Vous savez, je suis aux limites. Ou alors, j'ai tellement tiré sur la corde, mon agenda est tellement blindé. Une petite pichenette de rien du tout, je m'écroule comme rien. Parce que je n'ai pas de marge. La même pichenette, si j'avais une marge de repos, d'erreur, une marge d'échec, je pourrais avoir cette bouffée d'air là, cet espace de respiration où je pourrais absorber ce qui m'arrive. Et on a tous des limites. Alors on n'a pas tous les mêmes limites, parce que certaines personnes ont des limites ils ont une capacité de porter la charge de pression beaucoup plus grande que les autres. Certains peuvent faire 3 fois plus que d'autres. Certains parmi vous peuvent faire 3 fois plus que moi. Vous pouvez faire 3 fois plus peut-être que d'autres membres de votre famille. Mais vous avez tous des limites. On a tous des limites. Et le problème, c'est qu'à force de jouer avec, on casse des choses. On casse nos relations. On casse notre gestion de la maison. On casse notre gestion du planning. Plus rien tient debout. Il y a 3 conséquences. Je vais aborder des textes après, hein, des textes dans la Bible, vous allez voir. Mais je veux vraiment que cette thématique soit bien comprise par tous. Première conséquence, le stress monte. Facile. Il n'y a plus rien. Vous savez, le moment où vous êtes en retard pour aller au boulot, à un rendez-vous super important, vous êtes dans la voiture, vous montez dans cette voiture, et là, le temps passe. Et là, vous commencez à speeder. Et là, comme par hasard, les bouchons augmentent. C'est dingue, on est en région parisienne. Les bouchons, ils augmentent. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. Je suis sûr que la semaine dernière, à la même heure, il n'y en avait pas autant. Et on continue. Et aujourd'hui, ils conduisent plus mal que les jours avant. Mais c'est impossible. Et vous savez, cette pression-là que vous avez là, tout ça parce que mes enfants m'ont demandé quelque chose juste avant de partir. Tout ça parce que ma femme ou mon mari m'a demandé un truc. Il fallait qu'elle me parle, il fallait... D'accord, mais purée. Vous savez, cette pression-là, cette pression, quand elle est partout, dans tout ce que l'on fait, on n'a plus le temps pour rien. On n'avait pas ce temps pour pouvoir discuter. Il faut y aller. Le stress monte, première conséquence. Il y a juste du stress. Parce qu'il n'y a pas de bouffée d'air. La deuxième conséquence, nous créons des ornières. On se focalise sur les choses. Parce qu'en fait, quand on est aux limites de tout, au bout d'un moment, on commence à se focaliser sur les choses qui nous pressent. Cette limite. Illustration. Je vais peut-être stresser les gens devant là. Là, maintenant, j'ai une limite. J'ai un bord devant moi. Une scène. Lorsque je vais réduire cette marge, alors attendez, je ne la réduis pas pour l'instant. Là, je suis là, et tout va bien. Je peux bouger, tout ça, tout va bien. Je n'ai pas de pression parce que je sais que j'ai un espace. Maintenant, je vais commencer à réduire cet espace. Là, les gars, la lumière sont dégoûtés, les caméras aussi. Hein. Je suis désolé, les gars, et les filles. Je suis un peu loin des caméras. Mais vous savez, le problème, par contre, maintenant, je commence à plus me focaliser sur mon pied, il est à combien de centimètres du vide? Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai réduit ma marge. Donc, la confiance, là, elle commence à s'amoindrir. Maintenant, il faut que je me concentre. Quand je vous parle maintenant, je parle un peu différemment. Parce que si je fais un pas un peu machin, je pourrais plus ou moins me casser le nez. Et donc, je me focalise sur ce qui m'arrive là. Je me focalise sur le vide, je me focalise sur le bord. Et pourquoi? Parce que j'ai plus ma marge de sécurité là. Vous voyez un peu l'illustration? Et vous savez, on fait la même chose dans nos vies. On fait la même chose. Et à force de se focaliser sur certaines choses,
de trop, on oublie plein d'autres choses qui, elles, pourraient être peut-être plus importantes. Je ne dis pas qu'il faut... Des fois, il faut se focaliser sur quelque chose dans la vie pour que ça avance. C'est une réalité. Mais lorsque tout est comme ça dans ma vie, et donc je presse tout, je n'ai plus de marge. Et au bout d'un moment, je ne suis pas Superman. Et je suis obligé de me focaliser sur 1, 2, allez, 3 maxi trucs. Hein? Je suis obligé. Et donc, je vais mettre de côté d'autres choses. Mes relations. Ma gestion de mon agenda est complètement foireuse à ce moment-là. La troisième conséquence, elle est simple. Nos relations souffrent. Maman, t'es trop au téléphone. Papa, t'es trop sur ton ordinateur. On n'a même plus envie de se parler. En fait, il y a... Oh, ça y est, il est à la porte. J'espère que ça va aller aujourd'hui. Ou les enfants, ils ont trop peur parce qu'en plus, on parle toujours de pognon à la maison. On revient toujours sur le même sujet. C'est ça le problème qu'on a en fait. C'est ça la plus grosse des choses. Au bout d'un moment, nos relations sont érodées. Parce qu'en fait, forcément, la gestion de mon planning, la gestion de mon temps, la gestion de mon argent et tout ça va impacter les relations qui sont autour. À force d'être toujours sur la limite, à force de baisser ma marge, mes relations souffrent avec moi. Parce qu'en fait, ce n'est pas que mon choix. En fait, si, mais il répercute sur les autres. Et parfois, ce n'est pas juste pour nous qu'on doit prendre une bouffée d'air. C'est aussi pour ceux qui sont autour de nous. Et je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui se disent, qui doivent penser, bah oui, mais ça, c'est la vie, hein. On vit en 2015, hein. La vie, elle est un peu comme ça, quoi, Lorenzo. En fait, personne, parce qu'il faut quand même identifier le pourquoi. Parce que personne ne dirait, j'ai envie d'être plus stressé. Personne ne dirait, j'ai envie d'être mal, en fait. J'ai envie de marcher sur la limite sans arrêt, et si jamais il y a un truc, poum, eh ben, je suis mal, je suis super content. Personne ne va le dire ça, normalement. Mais pourquoi on fait ça? C'est quoi la raison? Vous êtes déjà posé cette question? Mais pourquoi en fait je vis comme ça sans arrêt? Vous savez ce que c'est? C'est un truc qui ne va pas forcément vous faire peur, mais vous faire plaisir. Mais c'est la peur. La suggestion que je vous fais aujourd'hui, c'est que la peur de manquer, la peur de ne pas faire assez, la peur de ne pas faire comme les autres, la peur d'être en arrière, la peur de manquer. Oui, mais si jamais je ne le fais pas, on n'y arrivera pas. Il faut, parce que tu as vu tout ce qu'on a, des dépenses, tout ça. Ou on avait parlé il y a longtemps, une série où le piège de la comparaison, parce qu'on regarde ce que les autres font et tout ça, et on se dit, purée, mais moi aussi, regarde où ils partent en vacances, regarde la bagnole qui conduit, regarde un peu tout ça, et nous, enfin, il faut qu'on aligne un peu, quoi. Hein. La peur d'être en arrière. Et donc, on dépense pour avoir plus, pour être un peu comme les autres. Ou on est sans cesse comme ça poussé par la peur de manquer. Nos anciennes générations n'étaient pas forcément meilleures, vous savez. Ceux qui ont vécu la guerre ont gardé très longtemps hein, cette pensée de « mais peut-être qu'on pourrait manquer, donc gardons. » J'espère que vous serez encouragés un minimum à la fin. Ouais. Lors du dernier message, on va voir surtout que cette peur de ne pas avoir assez d'importance ou de ne pas faire assez, ou d'être assez important, ou de faire quelque chose de bien, cette peur-là, malheureusement, peut nous éloigner de choses que l'on devrait faire, ou de choses qui auraient plus d'importance. Et on verra ça surtout lors du dernier message. Vous savez, la vie est étrange, parce que le temps avance, et on peut pas revenir en arrière. En fait, si tu loupes ton année de fac de médecine, par exemple, tu peux la recommencer 3-4 fois la première, plus ou moins. Tu changes de région, enfin, tu peux recommencer ça. Aujourd'hui, on peut recommencer un mariage. Les enfants, la gestion des enfants, c'est compliqué, mais tu peux en faire d'autres. T'essayes. C'est pour ça. Non, c'est pas pour ça. Que j'en ai 5. Non, c'est pas du tout ça.
Mais vous voyez un peu l'idée? En fait, ces choses-là, on peut les recommencer, en fait. Donc, vous voyez. Mais lorsque vous avez atteint vos 20 ans, c'est fini. Tu ne reviens pas en arrière. 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu ne recommences pas. C'est derrière. Tout ça, c'est derrière. 60, 70. Tu ne peux pas recommencer. Tu ne peux pas revenir en arrière. Est-ce que j'aurais pu faire différemment? Parfois, on l'a vu chez certains de nos parents ou certains de nos grands-parents, où ils se sont dit au bout d'un moment dans leur vie, et puis si j'avais, tu vois, si j'avais géré différemment les choses, si j'avais passé plus de temps avec mes enfants, peut-être que, mais peut-être pas, hein, mais vous voyez un peu toutes ces pensées-là, ces pensées, ces potentiels regrets que l'on peut avoir en regardant en arrière, et en se disant, oh, si j'avais... Pour moi, j'aime vous proposer ça comme une opportunité à penser différemment. Lorsque vous ouvrez la Bible, on voit Dieu qui sans cesse a des échanges avec son peuple. Il s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Il s'est choisi un peuple pour pouvoir faire parler de lui à tous les autres. Pour que ce peuple-là puisse parler de lui à tous les autres. Et qu'il leur explique, je suis le seul vrai Dieu. Je veux vous aimer, venez. Mais vous avez le choix. Hein. Et donc, il avait choisi un peuple. Et on voit dans ces textes, dans l'Ancien Testament, on voit Dieu qui est sans cesse en discussion, en dialogue avec son peuple. Et au bout d'un moment, dans l'histoire, au bout d'un moment, ce peuple se retrouve esclave. Et ce peuple se retrouve esclave pendant des centaines d'années. Pas juste un petit peu, pendant des centaines d'années. Pendant des centaines d'années, ce peuple s'est retrouvé esclave en Égypte. Les premiers qui sont arrivés, au bout d'un moment, sont morts. Ils ne vivaient pas plus longtemps que plusieurs centaines d'années. Ça va? Bref. Au bout de plusieurs centaines d'années, nous avons là un peuple qui sait vivre comme un esclave, qui n'est qu'un esclave, et les seules règles qu'il connaît dans la vie, c'est d'être esclave. Et esclave, globalement, tu travailles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu fais tout ce que je te demande. Si tu ne fais pas, si tu es malade, eh ben on va te mettre de côté mon coco parce qu'on va peut-être pas claquer du pognon pour toi, tu es en train de mourir de toute façon. Parce que tu es un esclave, tu ne vas pas vivre très longtemps. Soyons, hein? Tous ces esclaves-là, pendant des années, au bout d'un moment, sont libérés. Ils suivent Moïse quand on connaît le texte. Si on connaît le texte, c'est ce qu'on lit. Ils suivent Moïse, etc. Ce peuple-là se retrouve peuple d'esclaves, peuple de Dieu, peuple d'esclaves, et il se retrouve là à devoir vivre. Et là, Dieu dit, pour pouvoir bien vivre, je vais vous donner quelques commandements, quelques règles. Alors, plusieurs parmi vous connaissent, soit parce que vous avez vu un film au cinéma un jour lorsque vous étiez jeune, ou soit parce que vous avez été éduqué dans une église, ou je ne sais pas quoi, les 10 commandements. C'est chouette, mais c'est surtout pas que les 10 commandements que Dieu a donnés à son peuple d'esclaves pour pouvoir mieux vivre. On compte à peu près 613 règles, commandements dans l'Ancien Testament. 613, c'est super galère. 613 commandements, des règles pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir vivre comme un être humain et plus comme un esclave. Et on trouve des règles. Quand on lit ça, on se dit, mais pourquoi Dieu il a donné des trucs comme ça? À quoi ça sert des détails Bref, vous le lirez peut-être si vous avez envie. Ouais. Ça peut être intéressant, je vais réfléchir. Ouais, ça peut être pas mal. Il leur donne plein de commandements, de règles pour pouvoir vivre maintenant en tant qu'humains. Et plus seulement comme des esclaves. Vous savez ce qu'a fait Dieu? Dans toutes ces règles-là, et dans les 10 commandements, il a dit, dans tout ça, chers amis, je vais vous proposer un jour où vous allez devoir vous reposer. Maintenant, mettez-vous dans la... Parce que pour nous, aujourd'hui, Français, Occidentaux, on a à peu près 2 jours par semaine de repos. Hein, c'est super. Et nous n'avons pas très la vache pour avoir le lait, ramasser les œufs dans les paniers. On n'a pas fait nous-mêmes notre toiture et refait la toiture parce que les matériaux d'avant n'étaient pas aussi bons qu'aujourd'hui. Vous voyez, on travaille moins, quoi. Enfin, on travaille beaucoup. J'aimerais pas dire que vous ne travaillez pas beaucoup. Nous, on en a 2 jours. Eux, Dieu dit, je vous propose
Non, vous devez vivre un jour de repos par semaine. Je suis esclave. Mais attends, ben non. On va 24 heures sur 24, on travaille. Parce que si on ne travaille plus, on ne mange plus. Il n'y avait pas de frigo non plus. Hein. On est pré-réfrigérateur hein, dans la période. Je veux dire, il faut conserver après. Il y a un jour qu'on claque, 24 heures. Comment on fait l'ombre, tout ça, le froid, on creuse, machin, on doit réfléchir. Mais Dieu dit, je veux que vous ayez un jour de repos, appelé le sabbat, Shabbat. Je veux que vous ayez un jour de repos. Vous devez l'avoir. Mais pas juste pour vous reposer. Parce que je souhaite que vous ayez confiance en moi pour ce jour-là. Ça ne va pas dépendre de vous. Ce jour-là va dépendre de moi complètement. Je souhaite que vous ayez confiance. Parce qu'en fait, je crois que cette peur-là que nous avons va à l'encontre de la foi et de la confiance qu'on peut avoir en Dieu. Alors, aujourd'hui, ce message et toute la série concernent tout le monde. Hein. Si vous êtes chrétien, vous n'avez pas le choix dans ce que je vais dire. Si vous n'êtes pas croyant, vous en faites ce que vous voulez. Si c'est bien, vous appliquez. Si c'est pas bien, ça va pas d'avoir écouté. J'aimerais vous lire un texte. Nous sommes donc dans cette période-là, lévitique, et donc, un texte. Quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Alors, la règle, c'est un jour de repos. Mais en plus, il dit, mais tu ne vas pas en plus te défoncer comme un malade pour tout ramasser. Parce que je souhaite que tu laisses une marge pour ceux qui n'ont pas. Ah, tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. On continue. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les fruits qui y seront tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a plein de choses là-dedans. Hein. Oh, des fois, nos politiques devraient lire des choses. Hein. Bref. Tu ne cueilleras pas les grappes. Attends, mais normalement, on doit être des bons gestionnaires de ce que l'on reçoit. Tu nous le dis ailleurs, non? Tu souhaites qu'on gère bien ce que l'on a? Je souhaite aussi que vous ne ramassiez pas tout. Un autre texte, un peu plus loin dans Deutéronome. Quand tu moissonneras ton champ, si tu oublies une gerbe dans le champ, ne retourne pas pour la ramasser, laisse-la pour l'immigré, pour l'orphelin ou la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras. Globalement, Dieu dit, dans tout le travail que tu vas devoir faire, non seulement il y a un jour de repos, c'est un acquis, est-ce que tu as compris? Oui, monsieur. Ok. Mais en plus, dans ton travail, je veux que tu ne fasses pas ton travail totalement nickel parce que je souhaite que tu laisses une marge importante à plein de choses. À des gens qui passent, à des veuves, des orphelins, des immigrés, des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de manger eux aussi. Tu vas laisser. Mais dans la tête, on se dit, oui, mais attends, et s'il y a une famine? Il faut qu'on mette de côté. Attends, s'il y a une catastrophe, comment on va s'en sortir? En plus, tu veux qu'on gère bien tout ça, donc on va faire 3 fois le tour du champ et on va ramasser la moindre gerbe qu'on trouve. Non? Eh ben non. Parce que je souhaite que vous me laissiez sous toute cette grande marge-là et vous allez exercer la confiance. Ce que je souhaite, c'est que vous ayez confiance en moi. Tu as peur de ne pas avoir assez? Tu as peur que s'il arrive quelque chose, tu vivras mal? Moi, je te demande de le vivre comme ça. Et je te demande du coup d'avoir confiance en moi. C'est ça que je veux. Quelques années plus tard, Jésus-Christ est là. Et lui aussi, il va nous dire des choses. Matthieu, chapitre 6. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Les païens ne sont pas forcément des gens qui ne croient pas. D'accord? Les païens croyaient en un Dieu qui n'exerçait pas forcément beaucoup de compassion. Ils croyaient même en plusieurs dieux, des faux dieux. Jupiter, Zeus. Et en fait, et souvent, ils considéraient que les dieux ne portaient pas beaucoup d'attention aux humains. Donc, chocotte. Les païens, ils s'inquiètent. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Comment on va s'habiller? Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin.
Il sait que vous en avez besoin. Il sait ce dont nous avons besoin. Il sait que nous avons besoin de manger. Il sait que nous avons besoin de nous habiller. Il sait que nos enfants ont besoin de suivre une scolarité correcte. Il sait que si tu es célibataire et que tu as envie de te marier et que tu as cette recherche-là, il le sait tout ça. Il sait tout ça. Il sait tout. Aie confiance. N'essaie pas de charger parce que tu as peur. Et si tu es seul, par exemple, et tu vas faire 350 milliards d'activités pour être sûr d'être blindé et de paraître assez bien, assez joli, assez intelligent, assez fort. Il le sait. Il sait tout ça. Et il sait qu'on a peur. Et il sait que même dans l'atmosphère où nous sommes en ce moment, dans cette société, il sait qu'on a cette peur de ne pas avoir... Il faut se blinder, tout ça. Protégeons-nous. Chargeons. Au cas où. Il sait ce dont nous avons besoin. Ne vous inquiétez pas. Laissez cette marge respirer. Je souhaite que vous ayez ce temps, cet espace pour pouvoir avoir une bouffée d'air. Mais ça implique aussi d'avoir confiance. Ok, je laisse cet espace parce que je vais mieux le vivre, c'est évident. Parce qu'en fait, vous le savez tous, on le sait tous que c'est évident. Quand on a un peu de bouffée d'air dans notre planning, on vit mieux notre planning. On le sait tous que quand on a un lieu où on peut respirer, une marge d'erreur dans nos finances, et qu'il nous arrive une catastrophe, tiens, les 2 pneus viennent de crever, ben, on a une petite marge, on va pouvoir quand même s'en sortir. C'est normal qu'on soit comme ça. Mais ce que Dieu souhaite, c'est que oui, je suis au courant de tout. Mais ce que je souhaite, c'est que tu aies confiance en moi. Alors il continue. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ici, là, il est en train de dire, faites-moi confiance. Ne bâtis pas juste ton royaume à toi, Lorenzo. Je suis là. Je fais travail, tout ça, fais ce qu'il faut. Je suis là, je t'accompagne. Je ne vais pas te laisser tout seul. Recherche d'abord moi. Laisse-moi cet espace pour que je puisse te montrer que je m'occupe de toi. Mais si tu ne me laisses pas cet espace, tu vis toujours dans tes limites, tu es toujours là, au taquet. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. C'est un choix que nous avons. Nous avons le choix de continuer de vivre. Hop. Ben là, je suis assez stabilisé, je peux tenir longtemps. Hein. Vous avez le choix de vivre sans cesse sur la limite, être au taquet. Attention. Attention parce qu'il y a un moment où ça casse. Vous savez, on peut dire aussi, oui, mais Lorenzo, t'es gentil, le monde, tu sais, est-ce que tu vis pas dans un monde de bisounours un peu? Je ne crois pas, moi, que je vis dans un monde de bisounours. Vous savez, quand vous passez des heures et des heures et des heures avec un couple qui vous a appelé, ou qui a des soucis, qui a besoin d'être... ils veulent sauver leur mariage, ils veulent s'en sortir, et vous passez des heures et des heures et des heures avec ces gens. Vous savez que la première chose qu'ils vous diraient, c'est que si on avait passé cette quantité d'heures-là avant, pour éviter d'en arriver là, ou quand vous êtes devant des parents qui cherchent un interlocuteur pour leur adolescent parce que ça pète dans tous les sens, ils ne savent plus quoi faire parce qu'en fait, ils ont toujours tout fait. Ils les ont conduits à tous les sports de la terre. Ils ont fait de l'athlétisme, de la gymnastique, de l'équitation, du machin. Ils faisaient tout, on les accompagnait partout. Et on s'en est occupé. Mais aujourd'hui, là, on ne comprend pas. C'est comme si on n'avait pas de relation avec nos enfants. Parce qu'on a bien chargé le planning. Parce que c'est bon pour eux. Mais on ne les connaît pas vraiment, en fait. Et là, on passe des heures et des heures à discuter ensemble, d'essayer de
comment on peut faire, comment on peut vous aider. Et ils vous diront tous, mais si on avait passé cette quantité d'heures là, dans un espace, une marge, où on avait une bouffée d'air, on pouvait respirer, on pouvait passer du temps avec eux, ils vous le diraient tous que c'est ce qu'ils choisiraient aujourd'hui même. On a besoin d'avoir cette bouffée d'air. On a besoin d'avoir cette marge. Alors c'est un choix. Vous devez choisir de vous dire, de lutter contre cette peur. Ouais, mais si jamais... Parce qu'en fait, si je vous disais, ouais, mais qu'est-ce que tu penserais de peut-être retirer ta fille de l'athlétisme et de l'équitation et tu la laisses juste à la gym? Ouais, mais tu vois, si je commence à faire ça, j'ai peur que, tu vois, ça va pas bien se passer. Et si tu réduisais un peu la voilure, ouais, mais tu vois, j'ai peur que si je me mets... Cette peur va prendre le dessus parce qu'en fait, au bout d'un moment, on a l'habitude d'être toujours au bord et de vivre sans cesse au bord de nos limites. Alors, j'aimerais vous laisser quelque chose à travailler aujourd'hui. Dans nos prochains messages, les 3 prochains messages de cette série, je vais aborder la gestion de notre planning, comment on gère par rapport à nos finances, hein, pour avoir de l'espace. Pas pour donner, hein. On n'a rien à vous demander, ok? C'est juste pour parler de marge. Et la troisième chose, la marge dans vos relations. Ce sont 3 sujets qu'on va aborder. Où est-ce que l'on a une bouffée d'air dans nos vies, dans ces domaines-là? Alors moi, j'ai une question à vous laisser. Et je souhaiterais que vous puissiez y réfléchir chez vous. Que vous puissiez tous réfléchir à ça pendant cette semaine, les prochaines semaines. Peut-être pendant plus longtemps. Et je vais vous la poser cette question. Où avez-vous besoin dans votre vie d'une bouffée d'air? Quel est le domaine de votre vie où vous avez besoin d'avoir au moins un domaine? Vous avez besoin d'avoir une bouffée d'air. Une marge. Si vous réfléchissez longtemps, que vous n'avez pas d'idée, vous devrez remplacer la semaine prochaine ou la prochaine fois qu'on se voit, parce que je pense que vous aurez plus de choses à m'apporter. Je pense qu'on a tous des réponses à ça. Où avez-vous besoin d'avoir une bouffée d'air dans votre vie? J'aimerais que vous puissiez y réfléchir. Chacun. Et ma prière, c'est qu'on puisse tous arriver au bout d'un moment, que l'on soit croyant ou pas, juste appliquer ça dans sa vie. C'est juste tellement, c'est tellement libérateur de pouvoir créer ça. On vivrait tellement tous mieux en ayant cette marge détendue. J'aimerais juste, pour finir ce moment, pouvoir prier pour chacun de nous. Seigneur mon Dieu, j'aimerais te remercier pour ces temps que nous avons passés ensemble. Merci pour cette opportunité que nous avons d'être là. Merci pour les quelques textes que tu nous as laissés, où nous pouvons apprendre des choses que tu as souhaité nous transmettre. Que l'on puisse aussi s'analyser chacun, honnêtement, parce que c'est de ça qu'on parle, de se confronter à de vraies choses dans nos vies. Merci aussi pour la musique et les chanteurs que nous avons eus. Merci pour ces temps super. Merci pour ce magnifique mime. Merci pour tout ce que tu nous permets de vivre ici. Et je te demande vraiment de nous accompagner chacun et que l'on puisse aussi chacun réfléchir à cette question pour que dans nos vies, on puisse vivre de manière plus détendue et avoir de la marge qui nous permet aussi de pouvoir penser aux autres, aider d'autres aussi, en ayant plus de marge. Encore une fois, je te remercie d'accompagner toutes ces personnes pendant cette fin de journée et cette semaine. Amen.